On vous a beaucoup parlé méthode. Aujourd'hui, on s'est dit que pour terminer cette journée, il fallait aussi qu'on vous parle valeurs. Comment vous parlez valeurs? On a fait le choix aujourd'hui de faire venir 2 journalistes spécialisés. On vous a parlé de l'utilité de la presse tout à l'heure. Donc 2 journalistes spécialisés pour les écouter et avoir leurs recommandations. Alors je vais vous les présenter tout de suite en les appelant. Si ma zapette veut bien fonctionner, voilà. Il est rédacteur en chef de la Lettre de la Bourse. Vous pouvez applaudir Bruno Kuss. Et il est rédacteur en chef du Figaro Bourse et rédacteur en chef de la Lettre du Placement, Roland Laskin. Allez, messieurs, tiens, Roland. Je vous explique l'exercice que j'aimerais faire avec vous. Vous n'étiez pas là, donc qu'en plus je ne vous ai rien dit avant. Donc j'ai expliqué tout à l'heure une méthode en disant que le nombre de valeurs qu'il fallait, la répartition sur les secteurs et tout ça. Je vais l'appliquer à vos recommandations. Donc l'exercice est simple. On va essayer, on va vous écouter. Première partie de l'exercice. On va vous écouter. L'objectif, 5 valeurs pour chacun. Et on va motiver chacune des valeurs par, on va essayer 3 critères qui disent voilà pourquoi je crois à cette boîte-là. Le premier qui commence, dit le slide, c'est Bruno. Question, Bruno, première recommandation. Alors, ma première recommandation, ce sera Christian Dior. Donc, je pense que tout le monde connaît Christian Dior. C'est la maison mère du groupe LVMH. Donc, Christian Dior, c'est une participation directe de 41% dans LVMH et aussi une participation de 100% dans une autre filiale qui s'appelle Dior Couture, qui vend notamment tous les sacs à la marque Dior. Les arguments. Les arguments. Pourquoi Christian Dior? Parce qu'on est sur le marché du luxe. Marché du luxe qui n'est certes pas en croissance aussi forte qu'il l'a été il y a 2 ou 3 ans, mais qui reste malgré tout en croissance. C'est un marché qui progresse de 5% par an en 2014 et qui progressera encore d'environ 5% cette année en 2015. On a effectivement un ralentissement du marché du luxe en Chine, mais on constate bien que le nombre de millionnaires dans le monde ne cesse d'augmenter, que les touristes chinois à l'étranger sont de plus en plus nombreux et que leurs dépenses progressent en moyenne de 10% par an. Donc tout cela alimente le marché mondial du luxe et ce qui nous donne une visibilité sur ce marché, donc un taux de croissance de 5% par an à peu près. Donc visibilité sur le marché. Autre argument? Autre argument, quand on achète Dior, on achète LVMH, et quand on achète LVMH, on achète un groupe très diversifié, à la fois sur le plan des produits, puisque LVMH c'est à la fois de la maroquinerie, des vins et spiritueux, de l'horlogerie, des parfums, de la distribution sélective. Donc on est sur plusieurs métiers du luxe, plusieurs segments du luxe. Et aussi, on a une diversification en termes de produits, mais aussi sur le plan géographique, puisque LVMH est particulièrement bien implanté dans la région Amérique du Nord, ainsi qu'en Asie. Donc c'est 27% du chiffre d'affaires en dollars. Donc par ce biais, je voudrais également préciser que via son implantation aux États-Unis, LVMH sera grand gagnant de la hausse du dollar qu'on constate aujourd'hui. Un autre argument, ou c'est bon? Un autre argument, il y en a plusieurs. On peut considérer aussi que jouer LVMH, Dior aujourd'hui, c'est miser sur le rebond de Louis Vuitton. Vous savez que Louis Vuitton a connu une baisse de régime du fait de son repositionnement sur le très haut de gamme. Donc aujourd'hui, Louis Vuitton a arrêté d'ouvrir de nombreux magasins. Il s'est concentré sur des surfaces plus grandes mais moins nombreuses et il s'est focalisé sur le service, sur des produits beaucoup plus haut de gamme en cuir. Et donc cette stratégie va commencer à porter ses fruits dans les trimestres qui viennent. Ok. Et enfin, juste une dernière quand même, Christian Dior et LVMH, la différence, c'est qu'en achetant Christian Dior, on achète LVMH moins cher, parce qu'il y a une décote de holding qui est à peu près de 15-20%. Le jour où les deux fusionneront, la décote s'effacera. Ok.
Christian Dior, première recommandation de Bronocus. Roland, première recommandation. Alors, donc moi j'ai choisi également 5 valeurs. Ma première valeur que j'ai choisie, c'est Valeo. Juste 2 petits mots pour vous expliquer un petit peu pourquoi, dans quel esprit je suis venu quand vous nous avez proposé de participer à cette émission, à cette présentation. Ce qui était important, c'est de trouver une sélection un petit peu cohérente, et je trouve qu'actuellement, les marchés sont très arbitrés, donc il n'y a pas beaucoup de place pour aller chercher des valeurs, ce qu'on appelle des values, des valeurs décotées, aller chercher des coûts spéculatifs. Donc j'ai plutôt orienté ma recherche sur des valeurs qui ont 2 critères très importants pour nous. D'abord de la croissance de l'activité, et également croissance des cash flows. Je crois qu'on est dans une conjoncture un petit peu difficile où on manque tous de croissance, et finalement en bourse, ce qui est important, c'est de trouver aujourd'hui, peut-être que demain la stratégie changera, mais des sociétés qui sont capables de produire par leur exploitation un cash flow suffisant, important pour investir, et surtout, c'est important, pour rémunérer l'actionnaire. Donc, Valeo. je reviens au palmarès. Allez, on commence par Valeo. On commence par Valeo. Alors Valeo, c'est vous la connaissez tous, c'est un équipementier automobile, très beau parcours l'an dernier, très beau parcours en général depuis 3 ans, depuis 5 ans, donc très très belle valeur, et qui a justement une croissance extrêmement forte. Le métier de l'automobile est un métier très dur, les constructeurs ne font pas de marge. On se souvient, il y a une dizaine d'années, les équipementiers étaient très malheureux, ils pleuraient, ils vendaient juste des boulons et des petites pièces. Là, ils se sont fortement développés, ils font de la valeur ajoutée, ils ont leur marge qui progresse d'année en année. Donc, on a un titre qui... Pardon, est-ce qu'on peut dire que les équipementiers ont pris le pouvoir, ou en tout cas ont pris les marges aujourd'hui? Est-ce que le savoir-faire aujourd'hui n'est pas plus chez eux que chez les constructeurs? C'est tout à fait ça. Il faut se souvenir qu'effectivement qu'ils étaient vraiment pressurisés par les constructeurs. Aujourd'hui, la marge est présente beaucoup chez eux, tout simplement parce qu'ils ont bien travaillé, ils ont investi, ils sont dans l'innovation. En fait, toute l'innovation, toutes les grandes innovations automobiles qui ont été faites, économiser du carburant, maintenant on parle beaucoup de voitures qui se garent toutes seules. Finalement, ce ne sont pas du tout les constructeurs qui ont mis ça au point, ce sont bien les équipementiers. Valeo en est un. C'est une valeur qu'on aime beaucoup, avec une progression de l'activité, une progression des résultats et un cash flow largement suffisant pour investir. Et l'investissement est un point très important. On parlera d'autres sociétés qui ont fait des acquisitions. Valeo est une société qui préfère se développer par ses propres moyens. Et justement, ce qu'on apprécie beaucoup chez cet équipementier, c'est qu'il suit les constructeurs, tous les constructeurs, sans exclusive. Valeo est très présent auprès des constructeurs allemands. Il se développe aujourd'hui fortement aux États-Unis et en Chine. Donc on a un équipementier. Chaque équipementier maintenant se spécialise sur des secteurs très particuliers. Valeo était très fort sur la carburation. Là, il s'est fortement développé sur d'autres secteurs. Donc on a à la fois une bonne visibilité, une croissance régulière, une diversité géographique, parce que Valeo est vraiment présent auprès de tous les grands constructeurs. Donc on est assez confiant sur la valeur. Et surtout, on pense que le cours de Valeo, qui a passé les 100 €, ne valorise pas totalement encore les perspectives d'amélioration des marges du groupe. On se paye autour de 14 fois et on a vraiment une vraie croissance sous le pied, que la bourse a certes repéré, puisque le cours a progressé, je crois, de 60% l'an dernier, je n'ai pas le chiffre en tête précisément, mais on pense qu'il y a encore de la valorisation sous le pied pour les années à venir. Valeo, qui l'an dernier effectivement faisait partie des 3 plus fortes hausses du CAC 40. On poursuit donc Valeo, première recommandation de Roland Laskin.
deuxième recommandation de Bruno Kuss. Il s'agit de... C'est marqué sur l'écran. Ma deuxième recommandation, c'est le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré, vous en entendez parler depuis plusieurs mois sur différents Récemment, sujets. on en a beaucoup entendu parler sur le dossier de l'Express, voilà. mais visiblement, ça ne sera pas lui qui l'emportera. Visiblement, il se concentre sur l'équipe. Il a l'air intéressé pour acheter l'équipe, on verra. Mais on a beaucoup entendu parler de lui, notamment ces derniers temps, pour la voiture électrique. Vous avez vu dans Paris les Blue Cars, ces voitures qui sont issues de la technologie du groupe Bolloré, qui fonctionnent avec des batteries électriques conçues par le groupe Bolloré. Donc, moi, je m'intéresse à ce groupe parce que, donc, déjà, c'est un groupe diversifié qui est bâti sur des métiers récurrents et qui délivrent des cash flows très solides. Ce sont les métiers du transport et de la logistique, donc à travers une présence notamment en Afrique. Donc le continent africain qui est un continent qui croît année après année, tranquillement mais sûrement. Et c'est là-dessus que le groupe Bolloré bâtit ses résultats, le plus gros de ses résultats. Il se sert des cash flows pour investir dans d'autres métiers. Donc il a récemment, il est sur le point de finir une OPA sur le groupe Havas, dont il va prendre le contrôle. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui c'est aussi un groupe de communication à travers Havas, mais aussi à travers une participation de 5% dans Vivendi. Et puis donc, le dernier axe de diversification de Bolloré, c'est un gros pari. C'est un pari à 1,5 milliard d'euros, puisque le groupe Bolloré, depuis plus de 10 ans, a investi maintenant 1,5 milliard dans la batterie électrique. Pour l'instant, ça ne rapporte rien, ça perd de l'argent, mais ça va commencer à rapporter puisque le groupe a été retenu donc non seulement à Paris pour ses voitures électriques, mais dans d'autres villes de France comme Bordeaux, comme Lyon, et également à l'étranger, à Indianapolis aux États-Unis ou à Londres. Donc, on commence par la voiture, mais aussi l'objectif, c'est d'attaquer le marché à très fort potentiel du stockage de l'électricité, notamment avec les énergies renouvelables. Et donc ça, c'est la troisième branche de Bolloré qui va porter ses fruits, ses résultats dans les 2-3 années qui viennent. Quand on a dit tout ça, aujourd'hui, quand on s'intéresse à Bolloré, on ne s'intéresse pas vraiment pour le résultat à court terme, on s'intéresse pour la décote par rapport aux actifs. Puisque si on essaie de valoriser tous les actifs détenus par le groupe, et il y en a beaucoup, puisqu'il y a des plantations de caoutchouc, il y a des plantations, il y a des vignes, il y a du vignoble, il y a des petites participations dans des sociétés cotées comme Gaumont, comme même 6% dans le groupe Mediobanca. Tout ça nous donne un actif net réévalué qui doit tourner autour de 550 €, alors que l'action vaut... je parle de l'ancien avant la division du nominal par 100, donc on doit être à 5,50 pour une action qui vaut 3,80 aujourd'hui. Ebola, l'Afrique, un souci pour eux ? Pas pour l'instant, en tout cas, ça représente à peine 4% du chiffre d'affaires, les régions qui sont concernées, et pour l'instant, on n'a pas eu de problème majeur, et il semblerait même que la situation s'améliore dans des pays comme le Libéria, où les enfants retournent à l'école, donc... Voilà, pour l'instant, ce n'est pas une menace. Ok, Christian Dior Bolloré, je constate que 2 fois chez Bruno, j'ai entendu le terme décote. Allez, deuxième recommandation de Roland Laskin. Alors moi, je vais rester toujours dans ma logique de croissance, de visibilité et de cash flow positif, d'activités qui dans l'exploitation crée beaucoup de cash flow. Encore une fois, on est sur des marchés très arbitrés, très observés, très serrés. C'est pas sûr qu'on a aujourd'hui beaucoup de grains à moudre sur ce qu'on appelle de la gestion value, aller chercher des valeurs qui sont oubliées. Finalement, rien n'est oublié. On a l'impression que la cote est vraiment très travaillée, très scrutée. Et donc, j'ai choisi une valeur à forte visibilité, à forte croissance, qui est Essilor. Cette valeur est dans le portefeuille... dans notre portefeuille de l'aide des placements pratiquement depuis l'origine. Elle a également, comme Valeo, fortement progressé l'an dernier. La différence entre Valeo et Essilor, c'est que Valeo n'est pas très cher. Valeo se paye autour de 13 fois 2015. Essilor est très cher. C'est une valeur qui se paye plus de 25 fois. C'est probablement une des valeurs les plus chères de la cote.
Mais finalement, ça veut dire quoi une valeur chère? Ça veut dire qu'elle se paye chaque année de bénéfices, elle se paye 25 ans de bénéfices. Donc ça paraît énorme. On serait toujours tenté de dire finalement je vais acheter une société qui se paye 6 ou 7 fois et en 7 ans je rembourse mon investissement. Nous pensons que ce n'est pas une très bonne idée. Il y a sur Essilor un travail extrêmement pointu de spécialisation autour de tout ce qui est verre optique. C'est un marché considérable. Essilor est le numéro 1 mondial sur ce secteur, avec une présence extrêmement forte auprès des meilleurs spécialistes de l'optique, avec des marges très importantes et toujours un cash flow considérable autour de l'activité, donc une activité qui génère un cash flow très important, une visibilité extraordinaire et une spécificité intéressante, c'est que Essilor est à la fois sur un marché de la santé très traditionnel, on pourrait dire défensif, mais chaque année montre que cette société a un potentiel de croissance important, tout simplement parce que la myopie, la mauvaise vue, malheureusement, est un marché infini. Et donc, c'est un besoin qui se développe avec la progression, la montée en gamme du pouvoir d'achat, et notamment la Chine, où le groupe est très très présent. Évidemment, Essilor considère à juste titre avoir un très très bel avenir. À la différence de Valeo, c'est que Essilor a un cash flow considérable. Il pourrait fortement rémunérer les actionnaires, ils ne le font pas. Essilor passe son temps à faire des acquisitions et se développe dans des produits de niche de plus en plus importants. Toutes les opérations, les acquisitions n'ont pas été très heureuses, notamment dans les montures. Là, le groupe est vraiment revenu sur le support, sur son savoir-faire médical d'amélioration de la vue. Et là, on est sur des croissances très solides et on préfère ce type de valeur à aujourd'hui des coûts un peu spéculatifs qui paraissent un petit peu difficiles aujourd'hui. Question, Roland, toute simple. Vous êtes en train là de nous vendre et de nous présenter dans cette sélection de valeurs une valeur incontestable, excellente élève de la bourse, qui apporte de la croissance tous les ans, ce qui justifie que le titre se paie aussi cher. Si demain, Essilor déçoit sur une de ses publications, est-ce que le réflexe c'est de se dire il faut sortir quoi qu'il arrive, ou est-ce qu'il faut se dire ça peut être qu'un accident? Est-ce qu'il n'y a pas comment on doit réagir face à un changement de statut? Est-ce qu'on doit se dire le bon élève d'hier deviendra quoi qu'il arrive le bon élève de demain, ou le fait de se dire ok, j'ai accepté d'acheter un titre, de le payer 25 fois ses bénéfices parce que c'était un bon élève, finalement si des résultats démontrent qu'il est moins bon élève que ce qu'on croyait, il vaut mieux sortir? Alors effectivement, c'est une très bonne question parce que le cas s'est présenté autour d'Essilor il y a un peu moins d'un an. Un peu plus d'un an même, Essilor a eu des difficultés avec une de ses usines au Japon, notamment après l'explosion de Fukushima. Son principal concurrent japonais en a profité pour prendre des parts de marché. Il se trouve que lui était mieux placé, curieusement, que Essilor au Japon, en termes géographiques. Et puis, il y a également eu des diversifications qui n'ont pas toujours été très heureuses, dans les lunettes de soleil, les montures. Et donc, on a eu sur Essilor, ceux qui suivent la valeur, ceux qui la connaissent, je pense que vous êtes nombreux dans la salle, on a eu effectivement un coup de mou. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Bien évidemment, c'est pas une catastrophe parce qu'on sait qu'on a affaire à des gens qui gèrent bien, on a affaire à des gens qui ont une vision.
dont on sait depuis longtemps qu'ils ne font pas n'importe quoi, mais il y a un coup de mou. Alors, soit on peut alléger une partie des positions, et c'est pas idiot hein, de vendre quand les choses vont un peu moins bien, on peut alléger une partie, ou alors on garde, et ceux qui ont gardé ont retrouvé les plus hauts niveaux. Allez, on continue. Donc, deuxième recommandation de Roland Laskin, Essilor International après Valeo. Bruno, est-ce qu'on va à nouveau parler de décode pour la troisième recommandation? Non, on va changer un petit peu de registre. Cette fois-ci, on va sur le thème de la croissance et je vais rejoindre Roland sur le secteur de l'automobile puisque je vais vous parler de Plastic Omnium. Alors, Plastic Omnium, c'est un parcours boursier exceptionnel. Je rappelle, ça fait 900% de hausse en 5 ans. Donc, on pourrait se dire que le plus beau du parcours a été fait. Et bon, je ne le pense pas. Je ne le pense pas déjà dans la mesure où ça ne se paye pas démesurément cher, puisqu'on est autour de 14 fois les résultats 2015. Et en plus, c'est vraiment un groupe de croissance. Donc, parmi les points forts de Plastic Omnium, déjà, c'est un groupe familial. On peut dire que le fait d'être un groupe familial, ça permet de voir loin. Donc, c'est un groupe qui investit pour l'avenir, qui investit beaucoup pour l'avenir. C'est 7% du chiffre d'affaires en investissement. C'est une gestion également très rigoureuse. Quand on a un actionnaire familial qui gère son argent, c'est quand même autre chose que des patrons qui gèrent pour l'argent des autres. Hein. Et donc la stratégie du groupe aujourd'hui elle consiste à maximiser donc l'utilisation des capacités de production pour sortir les meilleurs taux de marge. Ce qui fait la force de Plastic Omnium, c'est que c'est un groupe qui est très axé sur la recherche, qui essaie de répondre aux soucis des constructeurs automobiles. L'objectif, c'est de produire des véhicules moins lourds et qui produisent moins d'émissions. Et donc, Plastic Omnium répond parfaitement à ces exigences, puisque il produit des composants de voitures en plastique qui sont beaucoup moins lourds que les composants en fer. On a aussi des efforts de recherche très importants dans le domaine des émissions avec les systèmes SCR qui sont logés dans les réservoirs à essence. Donc Plastic Omnium est un grand spécialiste. Donc c'est un groupe aussi, Plastic Omnium, pourquoi il a eu ce parcours-là? Parce qu'il a su s'implanter dans les zones les plus porteuses, là où les marchés automobiles progressent le plus, c'est-à-dire la Chine, notamment, et les États-Unis. Donc les États-Unis, c'est 26% du chiffre d'affaires. L'Asie, c'est 16% du chiffre d'affaires. Et le groupe a prévu de construire une vingtaine d'usines d'ici 2018. Et sur ces 20 usines, il y en aura 18 qui seront situées en Asie. Et donc le chiffre d'affaires en Chine va doubler dans les 4 prochaines années. Et quand on sait que le marché automobile chinois progresse bon an mal an de 6 à 10% par an, on peut se dire que Plastic Omnium est bien parti pour réaliser son objectif de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 7 milliards d'euros à l'horizon 2018 contre à peu près 5,3 milliards en 2014, ce qui fera une progression de 32% en 4 ans. Voilà, c'est aussi une très forte présence chez les constructeurs allemands, ce qui est aussi toujours bien vu dans ce secteur-là. Allez, je vois qu'on a déjà pas mal parlé de voitures. C'est Ludivine qui aurait été contente. Roland Laskin, troisième valeur. Alors, on va rester toujours dans la même optique, chercher de la croissance, du cash flow, peut-être là sur un secteur un petit peu plus inattendu, qui est celui des services informatiques. C'est une autre valeur qui est dans le portefeuille de la lettre déplacement. C'est Capgemini. Capgemini, c'est un des plus grands groupes français, européens, dans tout ce qui est services informatiques, auprès des grands clients. Il s'est rendu célèbre en décrochant le contrat de l'administration des impôts britanniques. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de boulot en France. Hein. Ils auraient peut-être pu aller voir, il y a pas mal de boulot sur le secteur, surtout depuis quelques années. Mais bon, ils sont allés à Grande-Bretagne et ça s'est plutôt bien passé. Les marges ne sont pas énormes, mais ils ont pris ce marché. Donc ils ont pris 2 marchés. Ils se sont fortement spécialisés dans tout ce qui est besoin des administrations.
Et c'est un marché très intéressant parce que, comme vous l'avez remarqué, les États sont moins bien gérés que les entreprises, bien moins gérés que nos propres ménages à la maison. Et donc, il y a pas mal de boulot pour optimiser la gestion de toutes les administrations, les impôts en Grande-Bretagne, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils sont présents, notamment aux États-Unis. Donc, et également, évidemment, ils sont très présents auprès des grandes entreprises. Pendant les années de crise, les entreprises n'ont pas beaucoup investi. Ça a bien repris aux États-Unis, mais y compris dans les pays émergents et surtout en Europe, on a pris un peu de retard sur ce travail d'investissement des entreprises dans la technologie. Et donc, Capgemini a pris le train en marche, ça se voit sur les performances, elles sont très bonnes, elles sont moins fortes que les 2 titres précédents, mais ce sont de bonnes performances. Et là aussi, eh bien, nous pensons à la lettre des placements que sur ce secteur, il y a un fort potentiel de progression, d'activités qui sécurisent les cash flows et une perspective de croissance et de rentabilité assez importante compte tenu des retards pris dans les investissements d'entreprise. Aujourd'hui, l'investissement d'entreprise, c'est pas construire des usines, ça peut être le cas, mais c'est surtout optimiser ce qui est en place, et c'est vraiment le cœur de métier de Capgemini dans les sociétés et dans les administrations. Ok, 3e recommandation de Roland Laskin, Capgemini. 4e recommandation de Bruno Kuss, rédacteur en chef de la Lettre de la Bourse. Juste d'ailleurs, pour l'anecdote, vous constaterez, on vous avait envoyé un mail en vous disant que vous ferez partie des privilégiés qui assisteraient à cette première. Vous faites aussi partie des privilégiés puisque les journalistes qu'on a invités ne sont pas des journalistes qu'on voit dans les hebdos traditionnels, etc., mais sont des rédacteurs en chef de lettres, donc qui donnent des informations que tout le monde ne lit pas toutes les semaines. Bruno. Absolument. Alors, ma prochaine valeur, on reste sur le thème de la croissance, c'est Eurofins Scientifique. Eurofins, c'est un laboratoire d'analyse qui est spécialisé dans les tests pour les secteurs de l'agroalimentaire. Vous devinez bien pourquoi quand on parle du Horsegate, la viande de cheval dans les lasagnes. Ils sont particulièrement concernés. Donc l'agroalimentaire, c'est l'essentiel du business, mais il y a aussi, ils sont très présents auprès du secteur de la biopharmacie, ainsi que du secteur de l'environnement. Donc c'est un marché qui croît fortement parce qu'il y a des exigences réglementaires croissantes dans tous ces secteurs, dans tous les 3 secteurs dont je viens de parler. Il y a aussi de nombreuses découvertes de nouvelles substances, il faut toujours les tester, il faut garantir la sécurité des consommateurs en permanence et il faut harmoniser les normes, ce qui fait que ça donne un travail énorme pour ces laboratoires. Donc c'est un marché très atomisé sur lequel Eurofins intervient régulièrement à travers de nombreuses acquisitions. Donc la croissance interne est très solide et en plus Eurofins achète régulièrement des laboratoires qu'il restructure pour maximiser la rentabilité, c'est-à-dire qu'il y a un effet taille qui est très important dans ce métier, c'est-à-dire que l'amélioration vient directement de l'augmentation des volumes, alors que la base de coûts fixes est beaucoup moins importante. Donc Eurofins, c'est un groupe aussi très internationalisé. Il y a 23% du chiffre d'affaires aux États-Unis. Et on a des perspectives une visibilité très très forte sur ces sociétés, puisque la direction vise un chiffre d'affaires de 2 milliards à l'horizon 2017, contre à peu près 1,4 milliard cette année. Donc voilà, grosse valeur de croissance. Ok, on continue. 4e recommandation de Roland Laskin. Alors, tu nous parlais tout à l'heure d'accidents qui peut arriver sur une belle valeur de croissance. Comment on gère? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que des accidents, il y en a toujours, des déceptions, il y en a toujours. Si on a affaire à une société sérieuse et bien gérée, on s'en remet. C'est la raison pour laquelle on a conseillé de revenir assez fort sur Publicis dans la lettre des placements.
Donc Publicis, c'est une société... Ils sont attentifs sur les slides, verront qu'ils ont déjà la suivante. Ah oui, il y a un petit loupé là. Non mais c'est pas grave, allez, on attaque sur Publicis. Publicis. Et Cela dit, dans les ratés, il y a aussi eu Sanofi, si je puis me permettre. Parce que quand on voit comment le directeur général a été débarqué, justement, ça a été un grand moment de bonheur aussi. Non, mais c'est la raison pour laquelle là, on a parlé au tout début de Valeo et Silor, c'est vraiment une très belle visibilité. Là, on est sur des belles sociétés, mais qui ont quand même eu des accidents. Et ça, c'est intéressant parce que des accidents, pas qu'ils soient trop graves, mais quand il y en a, et quand c'est une déception, un accident sur une belle société, quand on s'en remet, ça permet d'entrer dans la société dans de bonnes conditions. Donc, Publicis, très belle affaire, qui s'est fortement développée dans toute... c'est une société de publicité, mais qui est surtout présente dans tout ce qui est conseil et également production de contenu publicitaire. Et Publicis s'est fortement développé dans la partie numérique qui représente aujourd'hui pratiquement 50% de ses revenus. Le numérique, c'est l'Internet, c'est les tablettes, c'est les téléphones. C'est un secteur qui se développe très très vite. C'est une société qui s'est toujours fortement développée avec une culture d'entreprise très très forte, une espèce de culture de la marge qui a été insufflée par le président Maurice Lévy, qui est vraiment intraitable là-dessus. Et donc, cette société a eu la bonne idée de s'associer au numéro 1 américain, numéro 1 mondial, Omnicom. Et puis, il s'est passé que finalement, ils n'ont pas tout à fait réussi à se mettre d'accord, pour de bonnes raisons, pour de moins bonnes raisons aussi, parce que les deux présidents ne voulaient pas céder leur place. Bref, l'opération ne s'est pas faite, le titre a fortement baissé. Nous, on avait conseillé de revenir sur la valeur. Je ne sais pas s'il y a des abonnés dans la salle, mais vous deviez vous en souvenir. On a fait acheter le titre, on ne le regrette pas. Bien évidemment, Publicis reste une affaire très bien gérée. Cet esprit de conquête et de marge est toujours présent. En 2015, cette année, Publicis va renouer avec un cash flow d'exploitation d'1 milliard d'euros. C'est très important. Tout le cash flow qui a été créé par l'exploitation dans les années précédentes a servi à faire des acquisitions, toujours dans le secteur du numérique en forte croissance. C'est une société à laquelle nous croyons beaucoup et qui est revenue à des niveaux de valorisation aujourd'hui raisonnables, et on peut encore l'acheter. Du coup, je continue sans micro, moi. Quatrième recommandation, donc, Publicis pour Roland Laskin. Dernière recommandation de Bruno Kuss. Bruno va-t-il faire un parcours sans faute avec le PowerPoint? La recommandation est... Non, j'appuierai qu'après. On reste sur la croissance pour finir avec la société Téléperformance. Donc là, on s'intéresse au secteur de l'externalisation des centres d'appel, notamment pour la gestion des relations clients. Les centres d'appel, c'est quand vous appelez votre opérateur téléphonique, vous voulez savoir comment marche votre box, des choses comme ça. Vous passez non pas chez Orange ou chez SFR, mais vous passez par ce genre d'opérateurs qui répondent à leur place. Donc c'est un secteur qui progresse très fortement parce que les sociétés n'ont pas envie de gérer ce genre d'appel elles-mêmes, parce que ça leur coûte cher d'une part, et en plus elles doivent avoir des professionnels qui répondent à ce genre de questions. Donc il y a deux contraintes, c'est optimiser la qualité du service et d'autre part réduire les coûts. Et donc tout cela fait que les sociétés ont tendance à externaliser la gestion de la relation client en passant par des sociétés comme Téléperformance. Le Téléperformance, c'est le numéro 1 mondial de son secteur, mais c'est sur un marché qui est très atomisé, puisque sa part de marché au niveau mondial n'est que de 4%. Et le marché mondial, lui, il est estimé à 300 milliards de dollars. Donc ça vous donne une idée un petit peu du potentiel de cette société, à la fois par le biais de la croissance interne, mais aussi par les acquisitions. Alors en parlant d'acquisition, Téléperformance a fait une très très belle opération en 2014 en rachetant la société Aegis, qui réalise un chiffre d'affaires significatif de plus de 500 millions d'euros. Et surtout, c'est une affaire très rentable, 17% de marge opérationnelle, qui aura donc son intégration dans les comptes de Téléperformance aura donc un effet positif sur le bénéfice par action du groupe.
L'intérêt de jouer aussi Téléperformance aujourd'hui, c'est que c'est une valeur dollar. Très présente, cette présence aux États-Unis qui a été renforcée l'année dernière va devenir un vrai atout avec la remontée du dollar par rapport à l'euro. Et donc, on peut dire, moi ce qui m'intéresse aussi dans cette société, c'est que la direction a régulièrement l'habitude de relever ses prévisions. L'année dernière, le chiffre d'affaires la prévision de chiffre d'affaires a été relevée à 2 reprises et je pense qu'on aura encore de bonnes surprises sur la publication du chiffre d'affaires et des résultats dans les prochaines semaines. Ok, c'était donc la dernière recommandation de Bruno Kuss, le rédacteur en chef de la Lettre de la Bourse. Je rappelle sa liste: Christian Dior, Bolloré, Plastic Omnium, Eurofins Scientifique et Téléperformance. Et donc je rappelle la liste de Roland Laskin: c'est Valeo, Essilor International, Capgemini, Publicis et Sanofi. Roland, les explications pour Sanofi. Alors, sur Sanofi, pareil, il y a il y avait une opportunité à saisir dans la baisse du titre qui est intervenue il y a quelques mois, il y a moins de 2 mois, autour d'un problème tout à fait simple, qui est un problème le conseil d'administration a décidé de se débarrasser du directeur général qui peut-être faisait trop d'ombre, qui était trop ambitieux, et le titre a fortement baissé. En réalité, il n'y a jamais eu dans cette société d'erreur de management. Toutes les acquisitions qui ont été faites ont été menées dans de très très bonnes conditions, notamment Genzyme aux États-Unis, c'est une très belle opération. Donc il y a eu une mésentente au niveau du conseil d'administration. Le fond de l'affaire, c'est qu'on a une société qui est en forte croissance sur des secteurs extrêmement porteurs. Pour une société pharmaceutique qui a un très très bon rendement, qui approche les 4%, on se paye autour de 14 fois les résultats attendus pour 2015. Sanofi est une affaire qui va sortir cette année, en 2015, probablement plus de 6 milliards de cash flow d'exploitation. C'est une très très belle société et on peut penser que ce type de valeur, avec les qualités qu'elle a, sa capacité de profiter énormément là dans les comptes de la hausse du dollar, c'est une société qui pourrait sans difficulté à la fin de l'année, si l'année est porteuse, se payer 18-19 fois. Ça veut dire qu'il y a un beau potentiel de progression sur la valeur, avec une bonne visibilité, toujours des risques de déception, on l'a vu sur le diabète, mais on a dans cette société un portefeuille de traitements, de médicaments à plusieurs stades qui sont assez porteurs, et donc il y a une diversification à la fois en termes de spécialisation et géographique sur la valeur. Je pense qu'on devrait être plutôt favorablement impressionné par les résultats qui vont sortir tout au long de l'année 2015 sur Sanofi. Ok. Merci Roland, merci Bruno. Vous avez tout noté ? Effacez tout. Effacez tout. Alors, non, monsieur, il ne manque pas d'objectifs. Je ne vous ai pas exprimé une méthode aujourd'hui avec des objectifs de cours. Ce n'est pas pour vous donner des objectifs de cours en clôture. Je vous ai expliqué une méthode et je l'applique. Moi, je m'y tiens. Les biais comportementaux, etc. Alors, juste, messieurs, pendant que vous parliez, je me suis amusé à prendre quelques notes pour se poser la question de savoir si ces 10 valeurs faisaient un portefeuille. J'ai rien à dire sur les valeurs. J'ai rien à dire, j'ai pas à faire de commentaires, tout est parfaitement argumenté, etc. Mais juste dans la méthode, là où je voudrais attirer votre attention, on va pas reprendre, on va pas changer les sélections, mais je regarde un peu cet ensemble, je le passe au prisme de ce que je disais tout à l'heure, et je constate plusieurs choses. Et on va essayer de répondre, on va pas donner des valeurs, mais on va essayer de répondre, d'essayer de comprendre les biais qu'a cette sélection. On regarde l'approche sectorielle. Si je regarde l'approche sectorielle, j'ai beaucoup entendu parler d'automobile.
puisque j'ai entendu parler d'automobile sur Plastic Omnium, j'ai entendu l'argument de l'automobile sur Valeo, j'ai entendu l'argument de l'automobile sur Bolloré, donc avec des arguments différents, mais 3 fois le même secteur. Donc si je regarde d'un point de vue sectoriel, en biens de consommation, on a 2 entreprises qui sont Valeo et Christian Dior. En énergie, et Rallye, alors on va être super honnête. Rallye, il faut que je m'explique un petit peu. Rallye a été changé 2 secondes avant, donc Rallye a été remplacé par Sanofi juste avant, et effectivement on a changé sur un slide, mais on n'a pas changé sur le deuxième. Donc Rallye, c'est une erreur, vous oubliez, vous mettez Sanofi à la place. Donc en biens de conso, j'ai Valeo et Christian Dior. En énergie, j'ai rien. En financière, j'ai rien. En industriel, j'ai, d'après la norme ICB, Bolloré et Téléperformance. En matériaux de base, c'est des boîtes comme Imerys, Arkema, Air Liquide, j'ai rien. En santé, j'en ai 3. J'ai Essilor, j'ai Sanofi et j'ai Eurofins Scientifique. En service collectif, j'en ai aucune. En service de consommation, j'ai Publicis. En valeur technologique, j'ai Capgemini, et en télécom, j'ai rien. Et quand je regarde ma répartition en typologie de valeurs, j'ai 5 valeurs qui apparaissent très clairement comme étant des actions de croissance, que sont Essilor, Capgemini, Plastic Omnium, Eurofins Scientifique et Téléperformance, et elles nous ont d'ailleurs été vendues comme telles. J'ai 5 valeurs qui sont inclassables et je n'ai aucune valeur de rendement. Donc Bruno et moi sommes virés, alors on est... Non, vous n'êtes pas virés, C'est assez intéressant parce que... Il y a sans doute des raisons. C'est le témoignage d'un certain nombre de biais. Alors justement, on va regarder, si vous le permettez, un certain nombre de raisons. Dans un environnement de faible croissance, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de tirer un trait sur les valeurs de rendement? Autrement dit, des boîtes qui sortent du dividende de manière récurrente, etc., en se disant, bah tiens, il n'y a pas de croissance, tout le monde me parle du thème du dividende, tout le monde me parle du thème du rendement, il n'y en a pas. Alors, on peut le justifier, mais dans la stratégie de choix, je veux comprendre ce biais qu'on peut avoir dans le portefeuille. Pas de valeur de rendement ? Non, enfin, bien sûr... Non, mais c'est juste dans le cadre de la méthodologie pour comprendre la construction de portefeuille. Effectivement, nous, on avait le choix à donner à 5 valeurs. Donc 5 valeurs, on a pris celles qu'on préférait, etc. Bien entendu que dans tous nos portefeuilles, on a tous, Roland et moi, des valeurs de rendement, parce qu'effectivement, on considère que c'est important de bien diversifier le portefeuille, bien sûr, et surtout dans le contexte actuel où le rendement devient très recherché. Les emprunts d'État ne rapportent presque plus rien. Et l'alternative, c'est de trouver des actions qui vous versent de bons dividendes. Donc le problème, c'est que il n'y en a pas tant que ça, parce que verser un bon dividende, il faut pouvoir le faire sur la durée. Donc on a vu que c'était pas toujours facile. Il y a des opérateurs télécoms qui étaient très très généreux, qui le sont devenus beaucoup moins. Voilà, moi j'aime bien. Il y a quelques valeurs de rendement que j'aime bien. Je peux vous les donner. Par exemple, je pense au promoteur immobilier Nexity, qui évolue pourtant dans un contexte très difficile de la promotion immobilière, mais qui, dans un bas de cycle, parvient à rester largement bénéficiaire grâce à une stratégie de diversification très pertinente et qui dispose des ressources qui lui permettent de verser tous les ans un rendement de 7%. Ok, nickel. Mais en tout cas, juste sur l'anecdote, vous voyez qu'il y a des biais. Moi, je reconnais que j'ai un peu le même. J'aime bien les valeurs de croissance, des croissances durables. Et quand je donne des trucs, spontanément, j'ai plutôt tendance à donner ce que je préfère. Mais tout ça, ça ne fait pas une cohérence. Je continue dans les secteurs. Pas d'énergie. Pas de Total. Alors... C'est vrai que le pétrole est au plus bas, mais est-ce que dans un environnement où le pétrole est au plus bas, on ne peut pas se dire, finalement, ça va peut-être redevenir intéressant, c'est-à-dire que tous les gens qui avaient qui avaient des coûts d'extraction et qui se lançaient en se disant, on va pouvoir y aller parce qu'on va gagner, on va sortir du marché, et donc quelque part, l'opération actuelle est peut-être en train d'apurer le marché. Pourquoi pas de l'énergie, Roland ? On a actuellement, on l'a encore vu aujourd'hui, une baisse phénoménale du prix du pétrole. C'est assez phénoménal.
Alors, évidemment, on peut penser que c'est manipulé par l'Arabie Saoudite ou par je ne sais pas quoi. En réalité, on a un gros problème, c'est que la demande est assez faible, on n'a pas beaucoup de croissance. Et donc, peut-être qu'il est aujourd'hui un petit peu tôt pour revenir en force sur le secteur pétrolier. Une valeur comme Total, est-ce qu'elle pourra longtemps maintenir ses cash flows et maintenir son dividende ? Moi, je n'en suis pas si sûr. Est-ce qu'elle pourra promettre d'augmenter ses objectifs de production ? J'en suis pas si sûr. Donc, encore une fois, on a vraiment, je pense, Bruno et moi, choisi nos valeurs préférées. Il y a probablement des opportunités dans le secteur pétrolier, dans un portefeuille un peu sérieux. J'ai pas envie de mettre du Total aujourd'hui. Ok, nickel. Mais donc ça peut donc faire partie des secteurs sur lesquels on est absent, mais c'est pour ça que c'est intéressant de se livrer à l'exercice. Bruno, pas de financière. Non, pas de financière, parce que c'est vrai que pourtant c'est très tentant, parce que quand on voit les valorisations des financières, on a des cours très bas, que ce soit pour les banques ou même les assureurs comme AXA. Malgré ça, on a notamment des cotes sur les fonds propres qui sont devenues très significatives. On est à peu près 20% de décotes sur des titres comme BNP Paribas, etc. Malgré ça, prudence, parce qu'on a vu que les banques étaient de plus en plus sous le coup des procès en tout genre. Bon, alors le record, c'était BNP l'année dernière aux États-Unis. Mais bon, il y a ça, il y a des risques peut-être sur les dettes souveraines, puisque vous savez très bien que le 25 janvier, on aura des échéances importantes en Italie. Dont on ne connaît pas du tout l'issue. On pourrait avoir un petit peu de tension sur le marché des dettes souveraines, et les banques détiennent encore, beaucoup moins bien sûr, mais détiennent encore de la dette souveraine des pays comme l'Espagne, l'Italie, etc. Donc il y a un risque aussi là-dessus. Et puis il y a aussi un risque de défaillance dans plusieurs secteurs. Donc ce qui fait que le secteur n'est pas si tranquille que ça. Ok. Qu'est-ce que je vais dire pour conclure ? On ne va pas faire changer les valeurs, etc. Mais en tout cas, juste c'était pour se livrer à l'exercice avec vous, pour vous montrer les biais qu'il peut y avoir en entendant des choses, etc. Deux questions, tiens. Roland, pour conclure. Vous gérez des portefeuilles qui sont disponibles avec des recommandations. On les retrouve, on y accède comment ? S'il y a bonne commande sur le site Le Figaro ? Alors donc moi je suis donc rédacteur en chef de la lettre des placements. La lettre des placements est une lettre hebdomadaire avec des conseils hebdomadaires. On a un portefeuille type que nos lecteurs connaissent bien parce qu'il fait vraiment l'objet de toutes nos attentions. Donc on y a accès en s'abonnant au portefeuille. Et par ailleurs, je m'occupe du Figaro Bourse. Et le Figaro Bourse a deux portefeuilles, un offensif, un défensif. Celui-ci, on y accède sur Internet en s'abonnant au Figaro Bourse. Bruno, on vous retrouve toutes les semaines dans la lettre de la bourse, qui elle n'a pas de portefeuille mais a son petit coin du spéculateur. Alors on a quand même des portefeuilles de valeurs françaises et des portefeuilles de valeurs étrangères, mais ce qui nous caractérise effectivement, c'est que toutes les semaines on essaie de sortir une valeur du lot, de la mettre en valeur justement, et avec un profil peut-être un peu plus dynamique. Voilà. Ok, merci beaucoup, on vous applaudit. Je vous invite à rejoindre la salle.